Et si le véritable changement géopolitique en Afrique ne venait pas de Moscou, Pékin ou Paris, mais d'un simple accord passé loin des projecteurs? Imaginez. Une signature presque invisible à N'Djamena vient de neutraliser des milliards de dollars d'infrastructures militaires occidentales, sans que personne, ou presque, ne s'en rende compte. Alors que l'attention mondiale reste focalisée sur l'Ukraine ou le Moyen-Orient, la carte géopolitique du continent africain vient d'être coupée en deux, en silence. Depuis des années, le Tchad était considéré par Washington et Paris comme la forteresse ultime, le dernier rempart imprenable pour contenir la poussée de l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Mais aujourd'hui, grâce à des fuites inédites sur un pacte frontalier secret entre Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Mahamat Déby du Tchad, une réalité incroyable s'impose. Ce rempart s'est transformé en pont. Ce basculement, vous ne l'entendrez pas au JT de 20 heures. Les médias dominants persistent à présenter chaque soubresaut du Sahel comme le résultat de manœuvres étrangères, toujours prêts à pointer du doigt Moscou ou Pékin. Mais ils passent complètement à côté du vrai scénario. Ils sous-estiment totalement les nouveaux joueurs africains. En coulisses, la stratégie n'est plus défensive. C'est une offensive diplomatique d'une ingéniosité redoutable, emmenée par une génération de leaders africains qui jouent aux échecs sur plusieurs dimensions et prend de court les plus grandes puissances mondiales. Une seule décision prise à huis clos à N'Djamena a désarmé en un instant l'architecture de renseignement et de logistique du Pentagone et de l'Élysée sur toute la bande sahélienne. Le Tchad, longtemps subventionné et sécurisé par l'Occident, devient soudain l'oxygène de l'AES, son échappatoire économique et stratégique. L'Occident pensait avoir verrouillé la région. Il vient d'en perdre la clé. Et ce n'est pas juste une question de frontières. Derrière ce pacte, il y a la survie économique de millions de personnes, l'accès à des ressources vitales et la possibilité, pour la première fois depuis des générations, de reconstruire des échanges sans demander la permission à Paris, Londres ou Washington. Les conséquences ? Sécurité, souveraineté, développement. Tout l'équilibre africain peut basculer. Ignorer ce basculement, c'est passer à côté d'une révolution géostratégique qui va bouleverser l'économie, la sécurité et la souveraineté de tout un continent. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut revenir à la formation, puis à l'isolement de l'AES. Pourquoi l'Occident voyait-il le Tchad comme le rempart ultime ? Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière, au cœur de la tourmente sahélienne. On assiste alors à la naissance d'un nouvel acteur régional, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, rassemblant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays, fraîchement affranchis des tutelles traditionnelles, se retrouvent subitement isolés, sanctionnés et surtout enclavés. Leurs frontières, verrouillées sous la pression internationale, leurs comptes souverains gelés dans les banques occidentales et leurs routes commerciales coupées, comme pour mieux étouffer dans l'œuf toute ambition d'émancipation. L'Ouest, confiant dans sa position, adopte une stratégie simple. Laisser ces nouveaux régimes s'épuiser, regarder l'économie s'effondrer, puis attendre le retour du statu quo, comme si la souveraineté africaine n'était qu'un feu de paille. Mais dans ce grand jeu d'échecs, un pion semblait jusque-là indéboulonnable, le Tchad. Pour Paris et Washington, N'Djamena était l'oasis d'influence, la base logistique, l'allié discipliné au cœur du désert, là où les forces françaises et américaines pouvaient encore s'imposer après la débâcle au Niger et la montée en puissance de l'AES. Du point de vue occidental, le Tchad n'était pas seulement un voisin, mais le verrou géopolitique ultime, la digue censée contenir l'avancée des nouveaux régimes sahéliens et préserver l'accès aux ressources stratégiques. On pensait que, tant que le Tchad restait dans le giron occidental, toute tentative d'expansion de l'AES serait vouée à l'échec. C'est précisément là que l'arrogance des puissances étrangères a obscurci leur lecture du terrain. Pendant que l'on guettait le moindre signe de faiblesse chez Traoré ou Goïta, on s'est convaincu que les chefs militaires africains n'étaient capables que de coups de force, jamais de stratégies complexes ou d'alliances sophistiquées. L'image persistante, des officiers isolés, prisonniers de leurs frontières, condamnés à subir la pression ou à lancer des appels à l'aide à Moscou ou Ankara.
Personne, à Paris, à Bruxelles ou à Washington, n'imaginait que les leaders de l'AES pouvaient reprendre la main et, surtout, prendre le monde de court. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Ibrahim Traoré. Au lieu de rester sur la défensive, il a franchi le Rubicon en approchant le Tchad. Pourquoi? Parce que tout l'équilibre de la région dépend de ce corridor oriental que seul N'Djamena peut ouvrir. Il ne s'agit pas simplement de survie, mais de créer une véritable ligne de vie économique pour le Sahel. Contourner le blocus, ouvrir des routes vers la mer Rouge via le Soudan, accéder au cœur de l'Afrique centrale et desserrer l'étau financier occidental. Côté tchadien, le calcul de Mahamat Déby est tout aussi subtil. Face à une pression intérieure croissante et à une population de plus en plus lassée de la présence militaire étrangère, le président devait prouver qu'il n'était pas qu'un simple gestionnaire des intérêts français ou américains. En flirtant avec l'AES, il se ménage un levier géopolitique inédit, capable de faire monter les enchères avec l'Occident tout en répondant à la soif de souveraineté de son peuple. Sous-estimer cette capacité d'adaptation, c'est risquer de perdre complètement la main sur l'équilibre africain. Les routes du commerce, les flux de ressources, la sécurité régionale, tout est en train de changer de main à l'initiative des Africains eux-mêmes. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement poussé le Tchad à envisager ce pacte inattendu avec ses voisins de l'AES? Survie, expansion ou extorsion? Et si chacun y trouvait un intérêt vital? C'est ça, le cœur du pacte inédit entre le Tchad et l'Alliance des États du Sahel. Derrière les discours officiels et les analyses superficielles, il y a une réalité beaucoup plus complexe et explosive. On va la décortiquer ensemble. Commençons par l'AES, menée par Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Son objectif est clair, l'expansion et la souveraineté. Traoré veut casser le blocus économique qui asphyxie le Burkina, le Mali et le Niger. Depuis des années, ces pays sont dépendants de corridors commerciaux vulnérables, surveillés et parfois bloqués par la CEDEAO sous influence occidentale. Pour Traoré, la solution, c'est de s'ouvrir une nouvelle voie à travers le Tchad, loin des radars de Paris, Washington ou Bruxelles. Ce n'est pas juste une question de géographie, c'est une question de survie politique, et même physique, pour ces régimes. Mais côté Tchad, la situation est tout aussi brûlante. Mahamat Idriss Déby n'agit pas sous la pression des voisins ou poussé par quelques puissances étrangères, contrairement au récit dominant. Non, Déby fait face à une colère grandissante dans son pays. La population en a assez de l'ingérence française, des bases militaires étrangères et du sentiment que le Tchad sert avant tout les intérêts des autres. Le sentiment anti-français explose, et Déby le sait. S'il ne bouge pas, il risque d'être emporté par la rue. C'est là que le pacte devient génial, ou risqué, selon le point de vue. Le Tchad n'est pas un simple territoire de passage. Il détient les clés de routes commerciales alternatives qui pourraient devenir la nouvelle artère vitale du Sahel. Imaginez, des routes logistiques redéployées, des chaînes d'approvisionnement qui échappent enfin à la surveillance financière et aux contrôles technologiques occidentaux. Les sanctions, les blocus, les menaces de gel d'avoirs, elles deviennent inopérantes si ce corridor fonctionne. Mais l'accord va beaucoup plus loin que la logistique. Il s'agit aussi de sécurité. L'AES propose au Tchad un partage de renseignements inédit et une intégration militaire progressive. Concrètement, cela veut dire que les mouvements de troupes, les opérations sensibles, la circulation des informations cruciales, tout est désormais coordonné sur une boucle interafricaine, fermée aux yeux occidentaux. Les blindages militaires, les bases de drones françaises ou américaines, tout ça devient d'un coup beaucoup moins utile si l'action véritable se décide ailleurs, sans qu'aucun satellite étranger n'ait son mot à dire. Pour Déby, c'est l'occasion rêvée d'utiliser cette offre comme levier, voire comme instrument d'extorsion diplomatique. En laissant planer la possibilité d'un basculement vers l'AES, il envoie un message limpide aux capitales occidentales. Si vous tenez à vos bases, à vos milliards, à votre accès stratégique, il va falloir revoir votre copie, arrêter de critiquer ma politique interne et augmenter votre soutien. Traoré, lui, ne cherche pas à entraîner le Tchad dans l'AES du jour au lendemain. Ce serait trop risqué,
trop frontal. Il veut plutôt que le Tchad cesse d'agir en gendarme des Occidentaux, qu'il devienne au minimum un voisin neutre. Car dès que le Tchad cesse de jouer le rôle de barrière, toute la stratégie de containment occidentale s'effondre. Et là, il faut bien comprendre l'enjeu. Si ce corridor AES-Tchad prend vie, il crée un bloc territorial inédit, du golfe de Guinée jusqu'à la mer Rouge. Un immense espace presque continu, où l'accès n'est plus dicté par Paris ou Washington. Les chaînes logistiques, l'accès aux ressources, les flux de marchandises et d'informations, tout peut être réinventé, pour et par les Africains. L'ingéniosité diplomatique de cette alliance bouleverse la donne. Le jeu n'est plus celui du containment militaire occidental, mais de la connectivité souveraine africaine. Mais attention, ce pacte est un pari. Si le corridor AES-Tchad échoue, le Tchad risque l'isolement, la déstabilisation interne, voire l'effondrement économique. Un mauvais calcul, et ce sont des millions de vies qui pourraient s'en trouver bouleversées, et pas qu'au Tchad. Alors, devant un tel bouleversement, une question s'impose. Quelles seront les conséquences stratégiques, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les grandes puissances étrangères? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. Le pacte peut-il vraiment transformer 3 États assiégés en une puissance transcontinentale? C'est une question qui, il y a quelques mois encore, aurait semblé purement théorique, presque utopique. Mais aujourd'hui, avec le Tchad qui s'engage aux côtés de l'Alliance des États du Sahel, le découpage même de la carte africaine est remis en cause. Imaginez, le bloc AES, longtemps isolé, encerclé par des sanctions, se retrouve soudain connecté à l'Est, ouvre des corridors logistiques du Sahel jusqu'au Soudan, et potentiellement jusqu'à la mer Rouge. Ce n'est pas seulement un jeu de frontières, c'est une révolution des routes commerciales, des approvisionnements, de l'accès aux ports mondiaux. Pour les stratèges occidentaux, c'est un cauchemar logistique. Cette ligne dans le sable, pensée pour endiguer toute contagion de mouvements souverainistes, vole en éclats. Le Tchad, pivot géographique, cesse d'être un mur pour devenir une passerelle. Et l'effet domino est réel. D'autres capitales africaines observent et prennent note. Mais ce qui se joue n'est pas qu'une affaire de géopolitique abstraite ou de calcul froid dans les chancelleries. Pour les populations, ce basculement a une portée psychologique et concrète inédite. Des décennies durant, le destin du Sahel semblait se jouer dans des salles feutrées à Paris, Londres ou Washington. Or, pour la première fois, ce sont des chefs d'État africains qui négocient entre eux, sans médiation occidentale, autour de leur propre table. Pour le commerçant du marché de N'Djamena ou l'agriculteur de Kidal, la perspective d'un corridor ouvert entre le Tchad et l'AES, c'est la fin des barrages arbitraires, des tarifs punitifs, de l'asphyxie économique orchestrée par l'extérieur. La chaîne d'approvisionnement reprend vie, les prix des denrées pourraient enfin décroître, et l'accès à l'essentiel redevient une réalité. Mais surtout, c'est une vague d'émancipation qui déferle. La dignité retrouvée de tracer ses propres frontières, de décider de ses règles du jeu, sans le regard paternaliste de l'ancien monde. Cette validation psychologique, cette fierté collective, c'est une force que ni aide militaire ni sanctions ne peuvent contenir. Cependant, cette nouvelle souveraineté, aussi galvanisante soit-elle, porte en elle des dilemmes redoutables. Car derrière le vernis de l'unité panafricaine, la peur s'installe aussi. Les opposants tchadiens, les défenseurs des droits civiques, voient dans ce pacte un risque immédiat, la tentation pour le pouvoir de s'inspirer du modèle AES, de prolonger l'exception sécuritaire, de militariser à outrance le pays et de repousser sans cesse la perspective d'élections véritablement démocratiques. L'argument de la stabilité régionale, de la lutte contre le terrorisme, devient l'outil parfait pour museler la dissidence et légitimer la consolidation d'un régime militaire. C'est le paradoxe brûlant. À mesure que l'Afrique reprend la maîtrise de son destin, elle risque aussi d'enraciner des gouvernements autoritaires, d'étouffer l'expression démocratique au nom d'une souveraineté retrouvée. Les puissances occidentales, elles, vivent ce moment comme une perte sèche d'influence. À Washington, à Paris, on panique derrière les portes closes, redessiner en urgence toute la stratégie africaine, imaginer de nouvelles méthodes pour maintenir un semblant de contrôle. Mais l'enjeu n'est plus seulement matériel,
il est désormais existentiel. Nous sommes donc à l'orée d'une nouvelle ère, tiraillée entre l'espoir d'une renaissance africaine et le risque de voir s'installer durablement des régimes militaires. Alors, à quoi pourrait ressembler le futur immédiat? Neutralité stratégique du Tchad, alliance hybride, confrontation ouverte ou basculement vers un modèle totalement inédit? Explorons ensemble les scénarios qui pourraient émerger dans les prochains mois. Derrière les négociations secrètes, la vie quotidienne de millions de personnes change-t-elle vraiment? C'est la question essentielle, celle qui dépasse la grande géopolitique et descend dans la rue jusqu'au marché de N'Djamena ou de Bamako. Car ce pacte frontalier, s'il est bien réel, c'est d'abord sur le terrain que ses effets se feront sentir. Imaginez la libération soudaine des flux commerciaux, les camions qui traversent les frontières sans passer par des postes de contrôle saturés, la fin de ces interminables blocages qui faisaient grimper les prix de la farine et du sucre. Pour les populations sahéliennes, ce n'est pas qu'une affaire de cartes et de drapeaux, c'est la possibilité d'un mieux-être immédiat, de marchandises plus accessibles et d'échanges plus fluides qui ramènent enfin un peu d'oxygène dans des économies asphyxiées. Mais attention à ne pas se laisser griser par l'enthousiasme. Car derrière cette promesse, la réalité quotidienne reste marquée par l'urgence. Ici, la survie et la dignité passent avant la géopolitique. Dans les rues, ce qu'on espère, ce n'est pas tant un nouvel équilibre mondial qu'un accès à l'eau, à l'électricité, à des denrées abordables. Et si le pacte tient ses promesses, la population pourra souffler. Mais le revers de la médaille, c'est la crainte que cette ouverture ne soit qu'une façade, un moyen pour Déby, au Tchad, de renforcer son propre pouvoir au détriment des aspirations démocratiques. Les opposants le savent, ce nouveau partenariat sécuritaire, calqué sur le modèle militaire des États du Sahel, offre à Déby une excuse en or pour militariser les frontières, étouffer les voix dissidentes et reporter indéfiniment les élections. La rhétorique de la souveraineté africaine, si elle est instrumentalisée, pourrait bien servir à verrouiller le pays entre les mains d'un pouvoir sans partage, sous prétexte de stabilité régionale. Pour l'Occident aussi, le choc est immense. Ne vous laissez pas tromper par le langage policé des communiqués des chancelleries françaises ou américaines. Derrière les portes closes, c'est la panique. Tous les plans sont à revoir, les cartes stratégiques redessinées à la hâte. Pour le Pentagone, pour Paris, le vrai cauchemar, c'est l'effet domino, que d'autres partenaires, jusqu'ici loyaux, s'inspirent de l'exemple tchadien et réclament à leur tour plus d'autonomie, plus de marge de manœuvre, brisant peu à peu l'architecture sécuritaire patiemment construite depuis des décennies. Washington et Paris sont désormais face à un dilemme, s'adapter à cette Afrique nouvelle ou tenter de sanctionner, voire de déstabiliser ceux qui échappent à leur influence. Le risque? Que le Tchad devienne un État tampon, ni vraiment aligné sur l'AES, ni totalement arrimé à l'Occident. Un équilibre hybride, fragile, mais source de profit pour ceux qui savent manœuvrer. Ou, au contraire, une déflagration brutale si Paris ou Washington décident de couper les vivres. Dans ce scénario noir, le Tchad pourrait basculer dans le chaos, comme la Libye avant lui, minée par les rivalités internes et les ingérences extérieures. Un effondrement qui ruinerait tout espoir de stabilité pour la région et déclencherait une crise humanitaire incontrôlable. Au fond, c'est ici que se joue la plus grande incertitude. Pour les populations, doit-on espérer un mieux-être ou redouter une nouvelle oppression sous couvert d'ordre régional? Pour l'Occident, osera-t-on prendre le risque d'un chaos dont nul ne peut prédire l'issue, simplement pour préserver une influence déclinante? Les dés sont jetés, mais rien n'est joué. Restent alors les preuves concrètes, tangibles, de ce basculement historique. Alors, qu'est-ce qui prouve concrètement que ce renversement d'ordre mondial est réel? Et si le vrai changement ne s'affichait pas dans les discours, mais dans la carte? Parce que ce pacte frontalier secret entre le Tchad et l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas juste une page d'actualité parmi d'autres. C'est un bouleversement silencieux mais profond, et si vous ne le voyez pas venir, vous risquez de passer à côté du renversement géopolitique du siècle en Afrique. On parle depuis des décennies de l'Afrique comme d'un terrain de jeu pour les grandes puissances étrangères. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pour la première fois,
Ce sont des leaders africains qui redéfinissent l'équilibre à travers une intégration régionale et une diplomatie millimétrée. Regardez bien, avec ce corridor tchadien, l'AES n'est plus ce regroupement précaire de pays sanctionnés. Elle devient une force régionale incontournable, capable de rivaliser avec les blocs économiques et militaires les plus puissants du continent. Ce n'est plus une réaction défensive, c'est une construction offensive, calculée, vers une souveraineté jamais vue. Mais attention, croire que cette victoire est acquise ou que tout va automatiquement tourner à l'avantage du peuple africain serait une grave erreur. Les risques sont immenses. Si les puissances occidentales décident de punir ce qu'elles voient comme une trahison, la déstabilisation du Tchad pourrait transformer la région en nouveau foyer de chaos, façon Libye. Dans ce cas, le fameux pacte TRIR pourrait s'effondrer sous le poids de crises sécuritaires et humanitaires incontrôlables, avant même que ses bénéfices économiques ne se matérialisent. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas se contenter des récits officiels, ni des simples discours. Ce qui se trame, ce sont des mouvements de troupes, des flux économiques, des alliances logistiques. Si vous voulez vraiment comprendre si ce basculement devient réalité, ne vous contentez pas de suivre les déclarations politiques. Surveillez plutôt les chiffres concrets, la présence des soldats français et américains à N'Djamena, les annonces discrètes de retrait ou de redéploiement, les accords commerciaux qui s'installent sans bruit. Si, dans les mois à venir, vous repérez des articles furtifs sur un retrait progressif des forces occidentales ou sur la montée en puissance d'infrastructures régionales, c'est là, et seulement là, que vous verrez si la révolution annoncée par l'AES est en marche. C'est peut-être la première fois depuis la décolonisation que l'Afrique impose sa grille de lecture au monde, et non l'inverse. Mais la vraie question reste entière. Est-ce que ce pacte, forgé dans le secret par des gouvernements militaires, saura vraiment garantir la prospérité économique et la liberté de tous, ou ne fait-on que changer de dépendance en troquant le maître occidental contre une élite régionale tout aussi exigeante? C'est à vous d'analyser, de rester vigilant, de questionner les évidences. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels indicateurs vous semblent les plus révélateurs, et si, à votre avis, ce tournant historique portera vraiment ses fruits. Merci d'avoir pris le temps de creuser avec moi au-delà des titres. N'oubliez pas, pour comprendre l'avenir, il faut parfois cesser d'écouter et commencer à observer la carte. On se retrouve très vite pour la suite.